Bonjour à tous et bonjour à notre panel. Merci d'être ici. Donc toujours dans cette thématique aujourd'hui de parler de la pêche nouvelle génération. Cet après-midi est consacré effectivement à un volet qui est important, qui est le volet social, comme on l'appelle. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la pêche fait aussi sa révolution sociale. Alors, on parle dans l'atelier à côté, je pense qu'il n'est pas tout à fait terminé, de la place des femmes. Et aujourd'hui, et sur ce plateau, nous avons souhaité réunir un panel d'acteurs professionnels de façon à ce qu'ils témoignent de ce qu'ils mettent concrètement en œuvre pour répondre à ces attentes des nouvelles générations et à ces problématiques d'attractivité. Alors, quelles innovations en matière d'environnement, conditions de travail, technologie, en faveur de l'attractivité pour la filière. Donc les témoignages ici vont être relatés sous le regard d'un sociologue que nous avons invité, qui va déjà pouvoir nous dire de quoi on parle en termes d'attractivité et également de quoi on parle en matière de nouvelle génération, ce qu'on appelle les millénials, X, Y, Z, avant effectivement de faire témoigner les différents professionnels ici présents et d'en tirer peut-être quelques conclusions. Le but n'étant évidemment pas d'être exhaustif, mais de montrer que, en tout cas, on peut agir concrètement et pour attirer les jeunes. Voilà. Alors, je vais rapidement faire le tour de notre panel. Donc, nous avons Monsieur Gérard Potvin, qui est chercheur économiste et démographe, donc qui effectivement sera là pour nous guider et commenter un peu les diverses interventions. Hubert Carré, donc le directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, en face de moi. À côté de lui, Patrick Andro, donc, qui est le référent formation sécurité du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Ensuite, Monsieur François Lebars, qui est le responsable des ressources humaines du groupe de construction navale Piriou. À côté de lui, sur le canapé, nous avons Jean-Yves Le Gall, de la CARSAT, qui est ergonome, et qui va intervenir en binôme avec Chloé Gazeau, qui est assistante qualité et sécurité chez Socorex, voilà, une entreprise de marée. Je vais m'éloigner peut-être un petit peu. Et à côté d'elle, Nadine Poitevin, qui est la directrice du Centre de formation des apprentis de Lorient. Et juste à ma gauche, Dominique Dietrich, qui lui est le directeur des ressources humaines d'un groupe de marée, qui est le groupe Méric. Voilà. Alors, Monsieur Potvin, je propose que vous interveniez déjà... d'entrée de... Oui, vous pouvez directement parler. Le micro bien près de la bouche. Alors, effectivement, lorsque l'on parle d'attractivité, et notamment dans les métiers de la mer, eh bien, de quoi parle-t-on, déjà ? Voilà, très bonne question, en effet. Merci tout d'abord aux organisateurs pour cette invitation. Donc, c'est une introduction assez générale, mais assez courte, et qui, évidemment, vaut particulièrement pour le secteur des pêches maritimes, mais aussi sur d'autres secteurs, notamment des secteurs qu'on qualifie parfois de secteurs atypiques, c'est-à-dire qui ont des conditions d'exercice du travail ou des questions de rythme et d'intensité professionnelle particuliers. Je pense notamment au secteur de l'hôtellerie-restauration, au secteur du bâtiment, sur lesquels j'avais par ailleurs travaillé. Alors, sur l'attractivité, donc c'est un concept, appelons-le comme ça, qui est maintenant assez bien connu, qui vaut d'ailleurs dans toute une série de champs d'observation. Ça peut être celui des territoires, c'est d'ailleurs là qu'on trouve le plus d'études et de littérature, c'est sur l'attractivité des territoires, mais on trouve aussi des travaux sur l'attractivité des filières, des métiers, et on trouve notamment à l'INSEE des travaux aussi sur l'attractivité économique de la France, par exemple. Donc la question d'attractivité est une question qui est désormais relativement bien travaillée. Sur ce qui nous occupe aujourd'hui concernant l'attractivité des métiers, ce qui sans doute a justifié, en tous les cas si on regarde sur les 15 dernières années, l'attention sur cette problématique, c'est évidemment les difficultés de recrutement. Lorsqu'on est confronté à des difficultés de recrutement, on s'interroge plus sur l'attractivité de son secteur, de son entreprise, de ses métiers, que quand on est sans rencontrer de telles difficultés.
Autre remarque préalable, c'est un concept, mais sa mesure est assez problématique. Comment mesurer l'attractivité d'un territoire, d'une région ou d'un métier? Il n'y a pas en réalité d'indicateur unique ou synthétique. On doit mobiliser une pluralité d'indicateurs, tout simplement parce que l'attractivité, c'est, je dirais presque par essence, une question multifactorielle et multidimensionnelle. Et d'ailleurs, les représentations qu'on trouve sur l'attractivité, ça donne plutôt lieu à un graphe en radar, en forme de radar bien connu, plutôt qu'une courbe sur un seul indicateur. Donc, quelque chose qui est assez complexe, en définitive, qui mobilise toute une série de dimensions. Alors, moi, je vais très rapidement en balayer quelques-unes, mais c'est évidemment pas exhaustif. Disons que la question de l'attractivité se trouve au carrefour à la fois de la problématique de ce qu'on appelle l'image du métier ou les représentations sociales des métiers, en particulier pour les jeunes en matière d'orientation professionnelle. La question de l'image du métier est parfois prépondérante, sans doute trop prépondérante. On y retrouve aussi la question de la fidélisation. Alors ça, c'est quelque chose qui est par contre peut-être plus nouveau. C'est qu'avant, on faisait un peu la différence entre attirer et garder. Aujourd'hui, on considère qu'un secteur ou un métier attractif, dans la mesure aussi où on peut fidéliser la main-d'œuvre. Donc fidélisation et attractivité sont indissociables. Et enfin, c'est la question évidemment du métier lui-même, c'est-à-dire de l'identité professionnelle, de ce qu'on appelle en sociologie la construction identitaire, et qui revient à s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un métier. Alors un métier, c'est trois choses principalement. C'est d'abord des qualifications, c'est-à-dire un ensemble de savoirs et de savoir-faire, avec un niveau de maîtrise technique, technologique. C'est aussi évidemment une identité professionnelle, je l'ai dit, avec ce qu'on évoquera tout à l'heure peut-être en termes de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Et enfin, c'est ce qu'on appelle plus aujourd'hui la compétence, c'est-à-dire non pas seulement des qualifications, des maîtrises techniques, mais aussi des degrés d'autonomie, de capacité à agir, de responsabilité. Alors, donc je vais passer très vite sur les métiers parce que ça peut-être ça paraît secondaire. Alors sur les dimensions, on peut en retenir 4 principalement. Je balaye très très vite et évidemment on pourrait décliner à chaque fois sur le secteur des pêches maritimes. Le premier point, c'est quand même sur les conditions d'exercice de l'activité qui renvoient à la fois à des questions de sécurité, de santé au travail, on rappellerait aujourd'hui, parce que le mot est à la mode, de bien-être au travail. C'est quelque chose qui, pour les jeunes en particulier, compte, semble-t-il, de plus en plus. Et donc là, il y a une nécessité, et l'ARACT, avec qui j'ai travaillé en Bretagne, beaucoup s'interroge évidemment sur cette question des risques professionnels et de la dangerosité des métiers, comment on peut l'anticiper, comment on peut construire des parcours à partir de cette dangerosité. Les rythmes terre-mer qui vont évidemment venir peser très fortement dans nos métiers, nos secteurs, et qui va impacter le fameux équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La question de reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure, et puis la question de l'intégration. Alors là, ça se construit peut-être autour de réputation ou de ce que j'appelais tout à l'heure l'image, mais il y a des secteurs ou des activités ou des entreprises qui intègrent, qui ont un accompagnement à l'intégration plus ou moins réussi. Or, il s'agit là d'une étape décisive parce qu'elle va être un signal très fort pour l'individu de ce qui va finalement se présenter à lui ensuite. Donc une intégration réussie est quand même, je ne dirais pas que c'est forcément une garantie absolue, mais c'est quand même un signal très fort de mettre les chances de son côté pour fidéliser le personnel. Et puis dernier point quand même, et ça c'est très important, ça on l'avait montré en particulier sur la pêche, mais aussi par exemple sur un travail qu'on a fait plus récemment concernant les techniciens de maintenance éolienne offshore, c'est la perspective ou la prospective des métiers. C'est-à-dire comment l'individu s'attend à voir se développer ses compétences. Quels sont les accompagnements en termes de formation, et pas seulement, pour développer ses compétences? Comment il peut envisager sa carrière ou son parcours dans l'entreprise? S'il a un projet individuel, est-ce que ce projet peut être accompagné ou non? Et d'ailleurs, si ce projet individuel est un projet qui passe par une sortie d'entreprise, une démission par exemple, parce qu'on parlera de la génération Z tout à l'heure, c'est quand même une génération où les taux de démission sont très importants, et bien c'est tout simplement parce qu'il n'a pas envie de faire une carrière complète d'entreprise, et quand on dit pas une carrière complète, c'est pas 35 ans, c'est même 10 ans. Et on voit par exemple dans l'éolien offshore ou dans l'éolien terrestre d'ailleurs, les techniciens de maintenance ont une durée de vie, je dirais, comme exercice de ce métier, de 5 ans. Donc comment on intègre cette dimension-là, cette donnée-là, comment on en fait un atout, c'est-à-dire comment on envoie aux candidats le signal qu'ils seront bien accompagnés pour des reconversions après 5 ou 10 ans. Ce que par exemple l'armée ou la marine nationale fait en général très bien.
Je sais pas si c'est justement peut-être pour l'instant pour introduire, oui, parce que justement voilà. les exemples vont illustrer ça, puis vous pourrez d'ailleurs commenter et mettre en phase avec ce que vous venez de dire. Peut-être un éclaircissement, on parle effectivement des nouvelles générations, alors là encore, de quoi parle-t-on? Qui sont ces millénials? C'est X, Y, Z, et en particulier ces Z qui sont un peu spécifiques, qui sont les plus jeunes, mais il n'y a pas que les plus jeunes. Donc qu'est-ce que c'est que les nouvelles générations? Oui. Et surtout, voilà, globalement, vous avez déjà répondu sur une partie de leurs attentes. Mais... Alors très vite, parce que je veux pas quand même... je crois que les témoignages sont plus importants que ce que je raconte, mais sur les générations X, Y, Z, donc Y, millennials, bon, avec des décennies qui sont très artificielles en définitive. Hein. On ne fait pas de césure comme ça, on ne passe pas l'an 2000, puis on tombe dans une génération qui aurait des comportements radicalement différents. Donc cette question de génération est très controversée, et par ailleurs, dans une génération, il y a une hétérogénéité telle des publics selon leur niveau de formation, leur origine sociale, que c'est difficile d'en tirer de grandes généralités. Mais ce qu'on peut dire quand même, pour faire le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce qu'on va appeler la rétribution subjective ou affective, c'est-à-dire ce qui renvoie pas seulement à la rémunération. Je ne vais pas parler de la rémunération, c'est quand même important, et tout ce qui va compléter cette rémunération, mais ce qui va faire que l'individu considère que le métier lui apporte quelque chose en termes d'enrichissement personnel, en termes de réalisation de soi. Ça, c'est quelque chose qui, pour la génération Z, donc grosso modo né après 2000, et Y un peu avant, va avoir de plus en plus de poids, puisque cette génération, on la caractérise par justement une attente très forte en matière d'épanouissement personnel, de maîtrise de son parcours, un parcours encore une fois qui n'est pas de rester à vie dans l'entreprise. C'est une génération qui est très sensible à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, le fait de pouvoir dégager du temps libre, et on voit bien là que là, on a une exigence supplémentaire qui va venir peser très fortement dans des métiers où cette conciliation est difficile par nature. Cette précision était quand même à faire, même si on a passé un petit peu plus de temps. Alors, on va justement faire intervenir notre panel sur différents points. Juste un rappel du constat général, quand même, puisque vous avez bien évoqué ces problèmes d'attractivité répondent à des problématiques. Donc, des nombreux départs en retraite, hein, ça c'est commun à l'ensemble des secteurs, une évolution de la société notamment, donc ces attentes, et c'est vous qui disiez ça, Hubert Carré, malgré la menace du Brexit en tout cas, hein, le manque de visibilité, le secteur se porte bien et pourtant personne n'y vient, les salaires sont bons et c'est compliqué, les recrutements sont difficiles. Alors j'ai quelques chiffres, vous me direz si je me trompe, une pyramide des âges aussi qui est vieillissante, donc 2000 marins à recruter dans les 4-5 ans, c'est je crois à peu près 500 en Bretagne. Dans la marée, eh c'est quasiment aussi 2000 départs en retraite qui sont estimés dans la décennie à venir, et très peu de jeunes entrants en plus, je crois qu'ils représentent que 12% du secteur. Et dans l'industrie navale, donc, qui a la particularité d'une activité qui est un peu plus cyclique en fait. Hein. Donc les chantiers travaillent à plein régime et donc il y a une forte demande aujourd'hui. Mais par contre, donc c'est près de 3000 postes, je crois, dont un tiers en Bretagne d'ici à 2025, donc dans les 5 ans à venir. Et un secteur qui a aussi, mais vous nous le direz, Monsieur Lepars, tout à l'heure, a été notamment aussi fortement impacté par des départs en retraite un peu plus rapides avec les problématiques d'amiante. Et donc, du coup, on n'a pas eu le temps de former non plus des jeunes. Alors, justement, qu'est-ce que vous faites Monsieur Carré, hop, voilà. Je vais vous laisser la parole. Du coup, le Comité national des pêches a mis en œuvre une campagne qui est une campagne de communication qui s'appelle Ligne d'horizon. Alors, je propose peut-être qu'on regarde le petit teaser et que vous expliquiez après, ou vous voulez en dire un mot avant. Je l'ai, voilà. Alors, on va le lancer. Voilà, c'est parti. Normalement, c'est parti. Oui, voilà. Le métier de pêcheur, je veux dire, on le voit pas vraiment comme un métier tendance. Il y a des moments sur la mer où on peut dire que c'est artistique. Quand on est à la passerelle le matin, que tous les collègues ils dorment en bas et puis qu'on voit le jour se lever, qu'il fait beau temps, ou même dans du gros temps. Quand on fait route, qu'on veut rallier un port, qu'il y a du gros temps, la mer elle est superbe, c'est beau. Il y a des belles choses à vivre en mer. Moi, je suis reparti de là fier de ce qu'elle avait fait. Vraiment, j'ai de la fierté pour ma fille. C'est à prendre au sérieux parce que les gens qui sont dessus, chapeau, hein,
Je sais pas comment ils font pour conduire le bateau, ensuite prendre les filets, les faire descendre. Voilà, alors c'était le teaser bientôt, mais c'est déjà en ligne. Alors justement, dites-nous un peu d'où est partie cette initiative du Comité national des pêches et puis en quoi c'est innovant, puisque c'est le thème. Oui, tout à fait. On est parti du constat qu'effectivement, il y avait le renouvellement des flottes, mais il y avait le renouvellement des hommes, et qu'on était dans un pas de temps où effectivement on aurait beaucoup de départs en retraite, et que finalement, même si les écoles sont pleines, on s'aperçoit que peu d'élèves restent sur les navires, parce que peut-être ils n'ont pas suffisamment d'appétence pour la pêche. Donc l'idée, c'était d'envoyer des messages positifs largement en amont pour capter effectivement l'attention d'un certain nombre de jeunes. Donc on a fait cette action qui s'appelle Ligne d'horizon, qui est un triptyque. Au départ, on fait un micro-trottoir avec des jeunes, on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de la pêche et pourquoi, et s'ils veulent être pêcheurs ou pourquoi ils ne veulent pas être pêcheurs. Donc ils expliquent pourquoi. À chaque fois, ils posent une question et et ça c'était un élément important, il y a un patron pêcheur qui leur apporte une réponse. Après, le deuxième volet du triptyque, c'est finalement une jeune femme, une jeune fille qui embarque sur un bateau de pêche, qui ne connaissait pas du tout la pêche et qui fait part de son expérience. Et puis le troisième volet, c'est des parcours de jeunes qui ont décidé d'être marins-pêcheurs et qui expliquent pourquoi. Et surtout, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le passage de témoins, des savoir-faire. Donc on a développé cette action qu'on a mis en ligne. On pense, alors elle est grand public, bien entendu. Et on va bientôt contacter, on va avoir un contact avec l'Éducation nationale pour que les conseillers d'orientation puissent avoir ces matériaux et puissent les diffuser. Alors, je partage le constat qui a été fait par le sociologue. Et bien entendu, on parle d'attractivité, mais quelque part, il faudrait parler aussi d'attirance. Parce que l'attirance, c'est la notion de plaisir, c'est-à-dire la notion de réalisation de soi-même. Et je pense qu'il y a un élément important, c'est d'expliquer aux jeunes que la pêche, c'est un très beau métier, qu'il y a d'abord des pêches et qu'on peut chacun y trouver son compte et y réaliser son talent. Et ça, je crois que c'est assez important. L'idée aussi, c'était qu'on voulait que des jeunes parlent à des jeunes, parce que si c'est des vieux comme nous, on n'est pas crédible. Par contre, si c'est des jeunes avec leurs mots à eux, effectivement, eh bien, ça a plus, je dirais, d'attirance, ça a plus de portance. Donc c'est un travail, j'espère qu'il va porter ses fruits. Et puis surtout, l'élément important, c'est que c'est très facile pour nous, on s'en est rendu compte, d'attirer dans les 100 km du littoral des jeunes, parce que quelque part, il y a l'air maritime qui fait qu'ils sont intéressés ou ils savent qu'il y a des carrières maritimes. Par contre, des jeunes qui sont à Strasbourg ou à Lyon, même dans la région parisienne, ils n'ont pas forcément cette connaissance. Et une petite anecdote, on a fait appel à une agence de com', et cette personne connaissait très peu le monde de la pêche, mais il avait toujours été émerveillé. Et quand il a fait son premier embarquement, il a dit, mais quand j'avais 16 ans, mais si j'avais su qu'on pouvait devenir marin-pêcheur, eh ben j'aurais fait ce métier. Donc ça nous a bien conforté dans le fait que, par méconnaissance, effectivement, certains jeunes peuvent passer à côté, quoi. On sent à travers vos propos qu'il est avant tout question de passion. C'est globalement, je pense, ce qui est un peu l'essence même de l'ensemble des métiers. La passion, c'est bien, mais faut-il arriver à la transmettre. C'est un peu le parti pris aussi de Ligne d'horizon, cette transmission de la passion du métier. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a de très beaux témoignages qui sont dans le troisième volet et qui montrent bien qu'un jeune, il y a un processus de formation, mais ce qui est important aussi, c'est la capacité d'accueil du patron pêcheur, du chef d'entreprise à bord du bateau
pour que justement ils s'insèrent dans un ensemble, dans une logique et aussi dans une perspective de carrière. Parce que la pêche, il ne faut pas oublier, effectivement, on commence comme matelot et on peut finir comme armateur, et on en connaît quelques-uns qui ont une dizaine de bateaux alors qu'ils ont commencé comme mousse. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup de métiers où au sein d'une activité on peut connaître un ascenseur social. On a cité ce matin un jeune qui s'appelle Monsieur Lebrun au Guilvinec, j'ai perdu son prénom, mais qui a commencé et puis finalement il en est à son 4e navire. Donc ça veut dire que très très rapidement un jeune qui s'investit, il peut très rapidement être son propre chef d'entreprise, et ça, il n'y a pas beaucoup de métiers on peut faire. Alors récemment, j'étais invité à Paris sur des diplômes qui étaient décernés dans les métiers de la bouche, pâtisserie, charcuterie, boucherie et tout ça, boulangerie, et on voit que justement là aussi, pareil, des jeunes qui sortent d'un cursus mais qui ont je dirais, en eux cette foi, deviennent rapidement le chef d'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est que, et ça c'est une responsabilité collective de toute la filière, c'est qu'on soit tous aussi, nous, en capacité de bien les accueillir pour qu'ils se réalisent. Alors justement, on va en parler, puisque c'est un des sujets que nous souhaitions évoquer avec vous Patrick Andro. Merci, je Carré, on rediscutera tout à l'heure à nouveau. Vous me disiez lorsque l'on a préparé cette table ronde, donc il n'y a pas d'image pour illustrer ça, mais qu'il y avait un travail quand même aujourd'hui de fond, et peut-être c'est là que c'était innovant, qui était fait. Alors, évidemment, on parle amélioration des conditions de travail, on l'a évoqué tout à l'heure, donc dans la sécurité des navires. Il y a aussi des évolutions qui se sont faites en termes de formation, notamment sur l'apprentissage et aussi de nouvelles compétences, ou des doubles compétences, vous nous en parlerez également. Et on peut peut-être passer directement à ce sujet de l'accueil des entrants, puisque je crois qu'il y a une initiative qui est mise en œuvre actuellement à la fois donc, en Bretagne mais aussi en Pays de Loire sur un travail de livret d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus spécifiquement sur ce sujet-là, puis on reviendra sur les autres thèmes. Oui, donc on travaille aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent du métier parce qu'ils sont pas, on ne sait pas comment les accueillir. Et donc on s'est basé sur un livret d'accueil qui était fait dans les gros armements et qui va être disponible à tous les petits armements aussi pour leur expliquer, qui explique comment recevoir une personne à bord d'un navire. C'est-à-dire montrer faire voir où est le matériel de sécurité, mais pas que ça, savoir quel poste il va avoir à tenir, quel est son rôle à bord, est-ce qu'il va participer au travail du pont, à la passerelle, certains navires, petits navires où on touche à tout. Et surtout aussi connaître aussi la hiérarchie à bord du navire, savoir que le patron, c'est quand même le capitaine, c'est lui qui dit ce qui se passe, parce qu'on remarque quand même qu'il y a aussi ça, le jeune qui arrive aujourd'hui, ou bien le nouvel entrant, il aime bien savoir à qui il a affaire. Voilà, ça et aussi savoir connaître comment on peut évoluer dans l'entreprise, c'est-à-dire par exemple, on rentre comme matelot, peut-être savoir, peut-être il y a une personne qui est plus attirée par la machine, par exemple, qui va peut-être pouvoir remplacer le mécanicien, qui est peut-être arrivé à un certain âge, qui va pouvoir rentrer en tant que chef mécanicien, peut-être dans quelques années. Un patron qui va peut-être devoir prendre sa retraite, ou bien un second qui va prendre la position du patron, il va falloir former un second. Tout ça, c'est des choses que les jeunes attendent, et même pas que les jeunes, les nouveaux entrants. Donc connaître, avoir des perspectives, on va dire. Voilà, c'est surtout ça. À travers ce travail, vous me disiez qu'on pourrait même aller plus loin jusqu'à au fait de rédiger une forme de règlement intérieur de l'organisation de l'entreprise de pêche du navire. Où est-ce qu'on en est et comment justement c'est pris? Comment les professionnels avec lesquels vous travaillez sur ce projet-là aujourd'hui entendent ce discours, et est-ce qu'ils sont prêts Alors oui, c'est vrai qu'on a en projet de faire un règlement intérieur, du moins de travailler sur le règlement intérieur à bord des navires de pêche, même des petits, parce que c'est pas obligatoire. Voilà, on a déjà un contrat de travail
la personne a un contrat de travail, donc savoir mettre un cadre, parce que souvent la chose qui est demandée, aujourd'hui c'est bizarre, peut-être vous allez, un jeune qui arrive, il demande à avoir un cadre, savoir voilà, ce que je fais, comment je vais faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, l'alcool à bord est interdit, voilà, savoir, je ne peux pas regarder la télévision toute la journée ou toute la nuit pendant mon quart, voilà, pendant que je suis en temps de repos. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de rentrer en contact avec ma famille à certains moments de la journée? Parce que sur les nouveaux navires, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup, parce que les bateaux du 21e siècle, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. J'espère, et les nouvelles technologies arrivent, et voilà, il faut savoir donner un cadre par le règlement intérieur, je pense, c'est aussi très important, et ça sécurise la personne qui rentre dans la formation, et ça sécurise aussi l'armateur. Vous êtes en train globalement de me parler de management, finalement. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, ce terme de management, est-ce que c'est un gros mot au sein des armements de pêche ou bien, et est-ce que là encore, puisque finalement cette démarche-là, c'est ça aussi. Alors je crois que voilà, l'idée c'est d'aller encore plus loin, parce que du coup le secteur avance à grande vitesse. Et est-ce qu'il existe des formations en management à destination des patrons de pêche? Est-ce que c'est réalisable en tout cas, et est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Pour l'instant, moi j'ai pas à ma connaissance de formation de management, mais je pense qu'il faudra, c'est important peut-être de mettre en place quelque chose qui puisse aller vers le management. Mais non, le management est un grand mot. Voilà, pourquoi pas, mais je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont prêts à faire du management, des formations de management. Alors, ça me fait rebondir sur le volet formation, puisque ça aussi, on a évoqué, hein, qu'effectivement, aujourd'hui, dès la formation, il faut intégrer toutes ces évolutions sociales et sociétales. Donc, vous êtes aussi le référent formation du comité régional et pêche de Bretagne. Alors, comment la formation, elle a évolué aujourd'hui ? Et je fais peut-être le lien juste avec le management, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on forme au métier de pêcheur, de patron, on forme des chefs d'entreprise. Donc, normalement, on forme le responsable d'une entreprise de pêche, en tout cas. Donc, est-ce que du coup, toutes ces questions de gestion, de management sont intégrées aussi dans la formation ? Ou pas? Ou est-ce que justement c'est un travail sur lequel aussi vous réfléchissez dans les instances? Je pense que les centres de formation travaillent dessus. Moi je pense que c'est naturel qu'on parle de management à bord des bateaux, d'organisation du travail on va dire, et organisation du personnel, oui. Relations humaines, c'est important. Ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à de plus en plus parler. Pourquoi? Parce que c'est du 21e siècle. Les gens ont droit à la parole, ont droit de discuter. Voilà. Pour moi, c'est important, cette relation-là qu'on doit avoir. Quid de l'évolution de la formation aujourd'hui par rapport à ces attentes des nouvelles générations? Donc on a vu clairement donner du sens aussi à leur métier. Le souci aujourd'hui, peut-être une pression assez forte aussi sur l'environnement. Enfin, aucune activité n'a pas. Enfin, toutes les activités ont un impact, mais aujourd'hui il y a une grande préoccupation de la prise en compte de l'environnement. Comment est-ce qu'aujourd'hui la formation a évolué? Qu'est-ce qui est nouveau peut-être, puisque c'est le sujet de notre table ronde, effectivement, sur cette prise en compte aussi de l'environnement et de l'évolution de l'entreprise de pêche? Alors moi je dirais tout simplement qu'un marin-pêcheur est une sentinelle de l'environnement tout naturellement. Parce qu'il il voit l'évolution de l'environnement dans le milieu où il travaille, c'est lui le premier à le voir. Maintenant, aussi, dans les formations, je prends le bac pro qui a été, on va dire, refondu, il y a un module environnement dedans, mais c'est aussi, comme je vous disais, c'est tout naturel qu'un marin-pêcheur, il est devant, c'est lui qui a la sentinelle, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le premier qui va le savoir. Donc pour moi, il faut l'armer à tous ces problèmes qu'on va trouver, que ce soit les problèmes écologiques, et environnementaux. Alors je crois que la formation est allée encore plus loin, puisque nous avons eu cette année les premiers diplômés en BTS
pêche et gestion de l'environnement marin. Donc là, on va encore plus loin dans la formation du marin-pêcheur, puisqu'on a une double compétence. Alors peut-être que Hubert veut en dire un mot là-dessus. Oui, ben justement, c'est dans le cadre un peu de l'ascenseur social. C'est vrai que pendant très très longtemps, alors l'autre élément aussi, j'ai oublié de dire sur Ligne d'Horizon, c'était de rassurer les parents. Parce que c'est bien quand il y a des jeunes qui veulent s'investir et qui veulent devenir marin-pêcheur, mais si les parents ne sont pas d'accord, ça pose des problèmes. Et on a tous des exemples en tête. Donc l'idée, c'est aussi l'accompagnement. Et ce qui était important, c'était de rassurer les parents en disant, mais votre enfant va rentrer dans la filière pêche, il connaîtra plusieurs métiers parce que c'est ça. Et c'est pour ça qu'avec Gérard Romiti, on s'est battu pour mettre en place un BTS pêche à vocation environnementale, c'est-à-dire avec aussi la possibilité de reprendre le cursus marine marchande classique dans les hydros, et pour justement permettre à des jeunes qui ont été attirés par la mer, qui sont attirés par le métier de marin-pêcheur, mais puissent avoir aussi l'opportunité de saisir d'autres chances. Et notamment, on voit bien avec les aires marines protégées, avec les parcs marins, avec le développement des champs d'éoliennes, que peut-être pendant 5 ans, il va être pêcheur, pendant 5 ans, il s'occupera des parcs marins, et puis il reviendra à la pêche, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce BTS pêche pour mieux armer les jeunes à, je dirais, affronter les opportunités qui pourront s'offrir à eux. Et je pense que ça, c'est un élément déterminant. Alors, ça avait commencé au départ, je ne sais plus, c'est Boulogne-sur-Mer et puis Sète qui ont été les premiers à faire ces formations. Et ça a plutôt bien marché. Et un élément important pour rejoindre la table ronde qui est peut-être à côté en même temps. À côté sur la place des femmes, et c'est beaucoup de jeunes femmes. Ça nous a permis d'attirer énormément de jeunes femmes. Ouais. Alors c'est aussi au Guy de Vinec, je crois, et ça, c'est un élément important, voilà, parce qu'il n'y a qu'1% de femmes chez les pêcheurs, et là on voit qu'il y a une attractivité très forte de cette formation, une appétence très forte par des jeunes femmes qui justement voient l'opportunité d'avoir un éventail ou un champ d'horizon important. On reparlera de cette question de la transversalité, de l'ouverture aussi dans les métiers du mariage aussi. Dernier point, et puis on pourra rebondir sur d'autres secteurs d'activité. On l'évoquait en discutant aussi, attirer, on a bien mis l'accent, et c'est aussi une façon de rassurer les familles et les parents, cette question de la sécurité, puisque effectivement les métiers de la pêche en particulier sont parmi ceux qui sont réputés les plus dangereux. Voilà, et le cas est effectivement qu'ils le sont, mais pour autant, donc attirer les jeunes, c'est aussi avoir des conditions de travail et de sécurité à bord qui sont mieux, avec des bateaux plus adaptés. Où en est-on aujourd'hui, et effectivement comment est-ce qu'on répond à ces attentes, et comment est-ce qu'on rassure les familles aujourd'hui? Je vais vous dire tout de suite, il y a une chose que j'aime pas, c'est quand on parle de métier dangereux. J'ai dit réputé dangereux. J'aime pas le mot dangereux. Dangereux pour moi veut dire interdit. Et pour moi, le métier de marin-pêcheur, je l'ai pratiqué, donc je sais ce que j'ai vu un peu comment ça se passe. À l'heure actuelle, il comporte des risques. Mais non, ces risques, on les connaît. On a à bord, on a tous, tout le monde connaît le DUP ou DUER. Donc, les jeunes sont très bien formés à la sécurité dans les lycées ou dans les centres. Donc ça, c'est le matériel. On a à tous les risques du métier qui sont connus sur tous les navires, on va dire en moyenne sur tous les navires. On a su mettre du matériel ou de la formation pour éviter l'accident. On sait aussi que les bateaux sont modifiés parce que l'administration est très contraignante et c'est que mieux par rapport à la sécurité. On sait très bien qu'il y a des bateaux qui sont modifiés, mais qui sont modifiés avec l'avis d'un ergonome. Nous, on a la chance en Bretagne d'avoir tout près de chez nous l'IMP, par exemple, qui a un ergonome, donc qui se déplace à bord des navires. L'Institut maritime de prévention, oui. Oui. Et donc qui vient à bord des navires, qui dit voilà, vous pourriez faire ça. Bon, maintenant aussi, je reviens sur ce que je disais avant. On a un moment avec un vieux navire, un navire du XXe siècle, on ne peut pas faire un navire qui est aux normes d'un bateau du XXIe siècle.
Ça va. Moi, je vois, il y a beaucoup de travaux qui sont faits et on n'arrive plus. On a beau faire un bateau, à un moment, on aura beau trouver, chercher des solutions, on n'a pas de solution. Mais il faut à tout prix, pour la sécurité, qu'on arrive à faire des bateaux neufs. Au niveau de la sécurité, c'est refaire, se répéter peut-être sur les normes de sécurité, sur le matériel, porter le matériel. Aussi peut-être faire évoluer le matériel de façon à ce qu'il soit plus facile à porter, qu'il soit d'une ergonomie satisfaisante pour tout le monde. Voilà, je pense qu'avoir fait le tour de ce qu'il y a, information, matériel et conscience. Comme ça, la transition va être toute faite avec les intervenants suivants. Ce que j'entends, en tout cas, c'est que les risques sont clairement identifiés et il y a une maîtrise de plus en plus élevée en matière de sécurité, que les jeunes sont bien formés, donc on a largement innové. Évidemment, tout ça serait optimisé avec des navires neufs de nouvelle génération et encore plus confortables. Donc on peut rassurer les familles. Oui, je vais juste vous dire une chose qui va vous réconforter encore plus. Sur les 10 ans passés, là, dans le cadre de la DIRM NAMO, on a fait baisser les accidents de 25%. C'est important à dire, effectivement. Donc c'est vraiment bien maîtrisé. Voilà, on va continuer à parler effectivement également de conditions de travail. Alors avec un binôme, on va vous faire travailler en binôme, Chloé Gazot et Pierre-Yves Le Gall, donc de la CARSAT Bretagne. Voilà, donc c'était un des sujets, effectivement. Communiquer, c'est bien, rendre les métiers attractifs, mais il faut que ce soit concrètement aussi la réalité du métier qui évolue et qui corresponde aujourd'hui à un certain nombre de normes et d'attentes pour effectivement attirer les jeunes. Alors en matière d'amélioration de conditions de travail, notamment vous avez travaillé en étroite collaboration avec Assocorex sur une nouvelle unité de transformation. Vous allez nous en parler, mais avant peut-être nous faire un petit état des lieux de ce qu'on entend en termes de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de voir vos petits slides. Peut-être un mot pour commencer, Monsieur Le Gall. Oui. Alors, on vous propose effectivement de faire un focus sur les métiers du mareyage, parce que la CARSAT Bretagne, nous, on intervient sur les entreprises du régime général, donc pas la pêche, effectivement, mais toutes les activités qui se passent sur Terre, avec notamment la transformation et la commercialisation du poisson. Alors, les chiffres que vous avez affichés là concernent les entreprises du mareyage en France. Donc vous avez le nombre d'entreprises, le nombre de salariés, avec effectivement bien sûr une répartition forte sur les côtes et bien sûr forte sur la Bretagne, avec, on le voit, donc un nombre d'accidents global qui n'est pas forcément énorme. Mais ce qu'on peut noter dans ce tableau, c'est notamment la comparaison qu'on peut avoir entre le tableau de gauche et le tableau de droite, entre donc les accidents de travail et les maladies professionnelles, où on se rend compte que les arrêts aujourd'hui sont importants sur le métier et notamment liés aux maladies professionnelles. Et maladies professionnelles qui représentent essentiellement des troubles musculo-squelettiques, donc liés aux travaux répétitifs, aux postures contraignantes et au port de charge. Avec notamment des arrêts qui sont longs, hein, on le voit, les arrêts moyens pour une maladie professionnelle, c'est 436 jours, donc c'est important. Avec en plus des arrêts qui peuvent avoir des conséquences, c'est-à-dire que 38% des maladies professionnelles génèrent derrière des incapacités, c'est-à-dire que le salarié n'a pas repris l'ensemble de ses capacités physiques, et c'est ce qui donne droit notamment à des rentes ou à des versements en capital. Non, juste encore une petite notion sur cette diapo, avec le graphique d'en dessous qui vous montre la
la répartition des accidents. Donc on a 50% des accidents qui sont des accidents liés aux manutentions manuelles, donc du port de charge, problème de dos ou problème musculaire. Donc on peut cumuler avec les maladies professionnelles. Donc vous voyez que ça représente quand même près des 3/4 des sinistres. La deuxième cause sont les chutes de plein pied, donc essentiellement des glissades, auxquelles on peut accoler les chutes de hauteur, où là, quand on cumule les deux, on est à 1/4 des accidents de travail. Donc là aussi, une cause assez importante. Et la troisième cause, c'est tout ce qui est manipulation d'outils à main. Et les outils à main dans le métier, ce sont les couteaux qui peuvent occasionner notamment des coupures. Alors, juste vous montrer quelques petites notions de coût, hein, toujours pour la profession, qui permet notamment de mettre en avant le coût des accidents, donc également de mettre en évidence que si on dépense un peu d'argent pour faire de la prévention, on évite également ces dépenses. Une petite notion, le coût moyen d'un accident de travail, c'est à peu près 5 000 €. Le coût moyen d'une maladie professionnelle, c'est 18 141 € pour la profession. Alors si on cumule ça et qu'on ramène ça au nombre d'accidents et de maladies professionnelles qu'on a vu dans le tableau d'avant, ça représente plus de 2,4 millions pour la profession. Donc on voit que ce montant-là est élevé, et d'où aussi une prise de conscience de la profession d'investir sur la prévention pour éviter ces conséquences-là. Surtout que quand vous avez des personnes en arrêt, des personnes, il faut les remplacer, il faut les reformer, il faut aussi remplacer et améliorer souvent le matériel. Donc tout ça, ce sont des coûts cachés, des problèmes d'organisation et des problèmes de performance aussi pour l'entreprise. Donc, du coup, on a, parmi effectivement ces freins à l'embauche de nouvelles générations, mais aussi à la fidélisation, c'est un des points qu'on a évoqué des salariés. C'est clairement dans ces métiers manuels, les conditions de travail, et avec une menace qui pèse. Donc effectivement, ça coûte de l'argent puisque si on immobilise les gens, et une autre menace qui est celle de perte de savoir-faire, Chloé. Oui, donc nous, en fait, pour améliorer les conditions de travail au sein de Socorex, on essaye de mettre en place certaines choses. Donc pour tout ce qui est port de charge, donc on essaye de mettre à disposition des équipements de travail. Donc ça peut être des transpalettes, etc. Mais par exemple, donc tout récemment, on a mis en place un dépileur de bacs qui permet en fait de dépiler surtout les bacs de lotte qui sont très très lourds, et donc éviter aux personnes de devoir les manipuler. Et donc, après, ce qui peut engendrer en fait des TMS, des maladies professionnelles. On met aussi en place donc des EPI adaptés à chaque personne. Avec équipement de protection individuelle. Adaptés à chaque personne, donc des gants froids, des gants anti-coupure, de tailles différentes selon les personnes. Et puis ça passe aussi par de la formation. Donc la formation donc en interne de sécurité sur les conditions pour porter des charges, etc. Mais aussi des formations sur comment parer, comment couper le produit pour ne pas avoir à forcer et ne pas engendrer des TMS et des arrêts par la suite. Alors vous m'avez devancé un peu sur l'ensemble, du coup vous nous avez présenté le panel des actions mises en œuvre et des leviers effectivement sur lesquels vous agissez pour le bien-être au travail. Je crois que vous avez eu une démarche aussi, en tout cas qui nous semble innovante et originale, de vous associer en amont de la conception d'une nouvelle usine, en travaillant donc de concert avec la CARSAT pour un nouveau site de production donc, qui est à Concarneau. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus sur ce sujet-là? Je ne sais pas si c'est Chloé ou Monsieur Le Gall, oui. Alors là... Après je montrerai la vidéo après. Oui. Dans l'innovation effectivement des métiers, et là on a une bonne illustration avec la Socorex
de ce que met petit à petit en place la profession pour améliorer les conditions de travail des salariés, avec une volonté qui a été, dès le départ de l'entreprise, de moderniser son outil et d'avoir un outil qui intègre l'ensemble des aspects pour la prévention des risques et pour limiter les accidents. Donc ils nous ont effectivement, on s'est rencontrés à ce moment-là, à un moment qui était très en amont effectivement du projet. On était plus d'un an avant le début des travaux, ce qui a permis de prendre en compte dans l'outil existant l'ensemble des risques, de voir avec l'entreprise quelles seraient les bonnes mesures à mettre en œuvre pour éviter justement les accidents, et d'associer les salariés au travers d'études des postes, d'études ergonomiques qui ont permis de définir les postes correspondant le plus à leurs besoins. Sur la photo, là, vous avez deux illustrations, avec une photo qui montre un escalier. Alors ça paraît assez anodin comme photo, mais c'est un exemple d'endroit où ils ont mis des sols antidérapants adaptés à l'agroalimentaire, et ils les ont mis à la fois dans les ateliers, dans les escaliers. Ils ont créé des espaces de circulation aussi qui évitent les accidents, bien éclairés, des escaliers larges et qui permettent de circuler à son aise. Et vous avez sur la deuxième photo un exemple d'aménagement des espaces de travail, avec des espaces qui sont qui laissent la place à la fois pour travailler, pour circuler, pour stocker le matériel, avec des endroits qui sont bien éclairés, avec des baies vitrées, des vues sur l'extérieur. Tout ça, ça contribue au bien-être des salariés et à se sentir bien dans son métier. Vous citiez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure, Chloé, effectivement, de une nouvelle ligne de production, en tout cas dans la nouvelle usine, d'amélioration de l'environnement de travail aussi pour faciliter les ports de charge, et notamment de ce dépileur et des machines à glace. Alors je crois qu'on a justement un petit film qu'on devrait pouvoir vous montrer. Paul, oui, quels sont les changements? Un gain de temps. Un gain de temps, des manipulations en moins. On faisait tout au seau avant. Des tonnes de glace à pas charrier au seau. Ouais. Avant, c'était toute la journée. On emmenait le bac derrière nous. Et à chaque fois, on faisait que ça. On vidait le bac au seau, on allait en chercher un autre. Et on faisait de la manipulation. Maintenant, avec le Gerber, on peut monter 2 bacs, un dedans et un dessus. Donc c'est un temps énorme. Quand vous portez un seau de 5 kg, des dizaines de fois dans la journée, les articulations, les mains et tout, hein. J'avais les doigts déformés, le seau, la glace. Au début, c'était un stress, parce que passer en mécanique, on avait tous la prévention. C'est plus facile quand même que de vider des cuves de glace au seau, hein. Même les filles peuvent le faire. Hein. Depuis que vous êtes là, on a passé 2 grosses cubes. On a attaqué la 3e. Et en moins d'1 heure. Hein. Donc, on a fait quand même quelques centaines de kilos de glace. Hein. 1 tonne de glace facile. Bon, voilà, on voit les changements apportés au sein de l'entreprise. Je crois que vous avez un travail plus global avec la CARSAT. Alors, je crois que vous aviez fait un petit schéma justement pour expliquer comment... donc là, c'est spécifique au couteau, mais je crois qu'il y a aussi d'autres types d'actions, puisque vous intervenez aussi dans le cadre de formations régulières. Chloé, la formation aussi, elle se déroule en interne sur la transmission des gestes. On parle du couteau, là justement, apprendre à fileter correctement, parce que ça fait partie, je crois, des risques identifiés clairement. Donc, du coup, on en parlera sans doute après avec Madame Poitvin sur la formation initiale, en tout cas, mais au sein de l'entreprise aussi, comment est-ce que ça se transmet, les bons gestes et les bonnes règles? Je crois que vous faites un gros travail
là-dessus? Oui, donc nous, c'est de la formation donc, en interne. Des personnes en fait vont former les arrivants, les nouveaux, et puis ils vont travailler donc en doublon sur une période donnée et jusqu'à ce qu'ils aient les bons gestes. En fait, le but c'est qu'ils aient donc les gestes pour ne pas avoir à forcer et pour en fait ne pas entraîner de troubles musculo-squelettiques par derrière. Et puis c'est aussi des conditions de travail pour que les personnes se fidélisent au travail, quoi. C'est ça aussi, vous me disiez aussi que ça fait aussi partie du parcours d'intégration des personnes qui rentrent dans l'entreprise. Comment elles sont accompagnées justement, puisque pour découvrir le métier et sur les différents postes, qu'est-ce que vous avez mis en place, et notamment pour accueillir peut-être les plus jeunes ou retenir et chouchouter les plus anciens? Tout d'abord, quand ils arrivent, ils reçoivent donc les équipements de protection individuelle. Ils ont donc leur livret d'accueil, on leur explique. Ils font un petit tour d'atelier. Et puis ensuite, la première semaine, ils vont avoir donc la formation sécurité, donc très générale. Et puis directement, ils vont travailler donc en doublon avec des personnes pour adopter les bons gestes. Et une fois qu'on peut valider ces compétences-là, ils peuvent être tout seuls à leur poste sur la table de parage, par exemple. Vous continuez à travailler sur de nouveaux projets, produits, process innovants. Aujourd'hui, je crois que vous êtes sur un projet, sur d'autres projets pour limiter les manutentions. Là, on est en train de mettre en place le dépileur de bac, déjà. D'accord. Qui n'est pas encore fini d'être totalement installé. Comment c'est perçu à l'entreprise? On a vu à travers le témoignage de votre collaborateur qu'il y avait une certaine frilosité au départ, et puis que finalement, oh, quel changement! On sent une sorte de soulagement, de libération presque. Les personnes sont... Enfin, ils ont envie qu'il fonctionne. Pour le moment, il n'est pas encore fonctionnel. Mais en tout cas, ils le demandent. Donc, c'est qu'ils l'attendent, je pense. Ouais. Tout cet investissement, effectivement, ça permet de retenir, puisqu'on parlait dans l'attractivité, on parlait d'attirer les jeunes, mais aussi de retenir ses collaborateurs. Aujourd'hui, vous sentez que ces efforts payent? Ces efforts payent pour les gens qui sont déjà donc dans l'entreprise, pour améliorer leurs conditions de travail. Par contre, on a toujours, je pense, cette image négative du travail, les conditions de travail donc, dans le froid, dans l'humidité, etc. Et je pense qu'il faut travailler plus là-dessus en amont, en fait, pour trouver des personnes pour le recrutement. Aussi sur l'image, on en parlera après. Peut-être un dernier mot, Monsieur Le Gall, sur cette démarche. Est-ce que cette collaboration, cette étroite collaboration avec une entreprise comme Socorex, c'est quelque chose maintenant qui se répète dans la filière, ou c'est une initiative un peu isolée vraiment de travailler en amont de la conception, en tout cas d'une unité de production complète? Bien sûr, vous travaillez au quotidien avec les entreprises du secteur, mais est-ce qu'il y a une forte demande aujourd'hui? Vous êtes plus sur le terrain? On se rend compte que c'est effectivement une profession qui est en pleine évolution et qui profite de cette évolution, cette transformation-là pour intégrer les aspects prévention comme on l'a vu là dans les exemples. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit se généraliser. On a notamment des contacts dans la profession avec l'UMF au niveau national et régional pour accompagner la profession sur ce type de pratique, faire connaître les bonnes pratiques, montrer des exemples de réalisation et diffuser auprès de la profession tout ce qui existe et en outils modernes et en outils pour améliorer les conditions de travail. Du coup, c'est quelque chose qui est fait dès la formation. Dès la formation. Je vais passer la parole à Nadine Poitvin, donc vous êtes directrice du CFA de la ville de Lorient. Alors, il y a plusieurs leviers. On a évoqué effectivement ce travail sur les conditions de travail, mais aussi on parlait de l'image. Hubert Carré parlait tout à l'heure aussi de mettre
de mettre en lumière dans les métiers de bouche des récompenses qui mettent en avant la réalisation du métier je trouve plus mes mots, mais pour valoriser effectivement le travail qui peut être fait, des médailles. Comment est-ce que vous travaillez sur ces aspects-là au sein de la formation du centre de formation du CFA des apprentis? Alors effectivement, je pense que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'était peut-être les Rabelais des jeunes talents. Ce sont donc, alors là on évoque effectivement, on accompagne nos jeunes, que ce soit pour valoriser leur savoir-faire ou faire reconnaître leur talent au sein de manifestations, de concours qui sont les meilleurs apprentis de France, ou alors les Olympiades des métiers organisées par le Conseil régional de Bretagne, ou encore les Rabelais des jeunes talents. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir accompagner ces jeunes sur des épreuves spécifiques et de faire qu'ils puissent faire valoir leur talent. Et ces distinctions vont aussi les accompagner tout au long de leur carrière. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est concours. Par contre, je voulais revenir aussi sur le travail qu'on a fait avec la CARSAT. On a sensibilisé nos équipes à la démarche de prévention des risques, à la demande de l'Union nationale de la poissonnerie et de l'Union du maraîchage français aussi, qui nous a sollicités. Et nous avons travaillé sur une démarche de prévention des risques et pour sensibiliser aussi nos jeunes sur les TMS et leur faire reconnaître effectivement tout le savoir spécifique de ce métier, tout ce professionnalisme. En fait, on n'y rentre pas comme ça. Il y a un professionnalisme, il y a des gestes, il y a un geste professionnel au-delà du référentiel que nous avons, que ce soit référentiel formation initiale ou formation continue. On s'est doté de partenaires tels la CARSAT pour effectivement compléter ces référentiels et leur donner vraiment un savoir-faire professionnel de façon à ce qu'ils trouvent du sens dans leur action. La démarche du CFA de Lorient, d'une manière générale, c'est le développement de formation en lien avec le secteur. Donc, on peut peut-être expliquer, détailler certaines des formations qui ont été, qui sont un peu nouvelles aussi au CFA. Donc, au niveau du maraîchage, en lien avec les marailleurs du port de pêche de Lorient, en lien avec la pyramide des âges vieillissante, puisque plus de 45% de la population chez les marailleurs ont plus de 40 ans, un déficit d'attractivité du métier. Nous nous sommes attelés à la mise en place d'une formation d'un CQP employé de marée. Nous faisions au préalable des formations en filetage, mais des formations très courtes. Donc là, on a souhaité travailler sur une qualification pour... ça allait dans le sens de l'attractivité du métier. On est sur une formation qualifiante, une sécurisation du parcours aussi pour les personnes qui viennent se former sur ce métier. Donc à la demande des marailleurs et en appui avec le Conseil régional de Bretagne, nous avons mis en place cette formation qualifiante employée de marée. Et donc nous avons travaillé avec les marailleurs, nous avions mis en place un dispositif assez innovant puisque nous avions une difficulté qui était la ressource, puisque dans la formation maraîchage, il y a un travail de filetage assez conséquent. Donc nous avons travaillé sur une convention de prêt de matière d'œuvre avec les marailleurs et qui nous permet aujourd'hui de travailler la matière d'œuvre mais aussi de la commercialiser ensuite. Sur les formations pour les plus jeunes, du coup, l'apprentissage, le bac pro. Voilà, alors c'est vrai que notre spécificité, c'est que nous sommes en alternance. Alors tout ce qu'on a dit, on est au plus près de l'entreprise. On travaille sur les formations de tuteurs, donc avec une sensibilisation aussi des employeurs sur l'accueil et l'intégration. Ça, c'est quelque chose, c'est un point que nous développons. Et nous avons mis, alors peut-être un point aussi, toujours en lien avec le maraîchage, nous avons mis en place un agrément sanitaire de notre labo poissonnerie, donc qui nous permet à la fois de mettre les jeunes en situation réelle de travail
avec les contraintes réelles en atelier de maraîchage, les contraintes d'hygiène, de sécurité et de qualité fraîcheur, et également de pouvoir répondre à notre problématique de matière d'œuvre. Alors vous qui êtes sur le territoire lorientais, effectivement, vous me disiez qu'il y a effectivement un écosystème qui est propre à ça ici à Lorient, en tout cas avec qui vous travaillez, où il y a un esprit de filière, où globalement on travaille ensemble. C'est ce qui a permis cette innovation là en termes d'agrément sanitaire. La collaboration, elle va encore plus loin. Voilà. Donc aujourd'hui, en travaillant avec l'Union du maraîchage français, on souhaiterait... Alors là, on a des formations, je dirais, qui sont sur des référentiels complets, mais nous travaillons aussi en bloc de compétences pour permettre à des salariés en poste de se former sur certains blocs de compétences, là où ils ont des besoins spécifiques, et là vraiment de répondre à des salariés en formation continue. Et on a aussi une réflexion sur le métier d'acheteur, aujourd'hui, qui est un réel besoin puisque ça rejoint la problématique de vieillissement de la population. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à ce renouvellement de compétences avec un apport de compétences sur des domaines commerciaux à destination de ce public au sein des entreprises. Je reviendrai avec ce que vous expliquez aussi, c'est peut-être de mettre en évidence que dans les métiers du maraîchage aussi, il y a une transversalité et dans le maraîchage, il y a aussi tout type de métier. Je voudrais juste peut-être, Chloé, que vous parliez, vous, de votre expérience personnelle, parce que vous n'étiez pas prédestinée à venir travailler dans la marée, justement. Et qu'est-ce qui vous a donné envie ? En fait, moi, je suis arrivée dans l'entreprise Socorex au travers d'un stage de fin d'études. Donc, en fait, quand j'étais en dernière année d'école d'ingénieur, j'avais le choix entre plusieurs stages, un en laiterie, un plus en boulangerie et un donc à Socorex. Et en fait, j'ai choisi celui-ci par rapport à la mission qui était proposée. Et c'était celle qui m'attirait le plus et Enfin, c'est ce que j'avais envie de faire plus tard, ce que j'avais envie d'avoir comme travail. Donc j'avais choisi celui-ci, mais j'avais pas de secteur prédestiné. Et après, sachant que j'ai toujours habité à côté de la mer, le secteur du maraîchage n'était pas un frein pour moi. Donc voilà comment... C'est vraiment le métier, la mission et le travail que vous faites. Finalement, une entreprise de maraîchage est une entreprise comme une autre. C'est peut-être un message à faire passer aussi aux jeunes générations. C'est un peu ce sur quoi vous travaillez aussi, Mme Poitvin, avec les différents acteurs de la filière. Voilà. Et donc, voilà, réfléchir effectivement au renouvellement sur tous les métiers. Et l'intérêt de cette formation aussi en maraîchage, le fait que les stagiaires voient plusieurs facettes de la formation depuis l'amont jusqu'à l'aval et peuvent avoir ensuite le recul nécessaire pour demain occuper des postes et évoluer en entreprise. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que j'ai évoqué là, l'objectif, c'est vraiment que les jeunes en parlent, communiquent, et ça va de l'attractivité du métier. C'est-à-dire, voilà ce que je fais, voilà, en arrivant sur peut-être un métier qui me semblait assez simple, assez commun, j'ai pu avoir telle distinction, être meilleur apprenti de France, bénéficier de tels d'accompagnement spécifique, et puis le professionnalisme autour de la qualité, sécurité au travail, et de l'agrément sanitaire aussi, qui fait qu'on ne démarre pas le matin de n'importe quelle façon. Il y a tout un protocole et ça contribue au professionnalisme du métier. La transition est donc toute faite avec vous, Monsieur Dietrich. Voilà, puisque je crois que justement montrer ce que vous faites, c'est votre parti pris. Toutes ces problématiques de bien-être, de qualité, d'amélioration des conditions de travail, c'est évidemment une préoccupation en interne. Mais vous avez innové et vous avez fait un coup assez fort en termes de communication. Voilà, on revient à la communication, mais en montrant effectivement ce que vous faites. Alors vous allez pouvoir nous expliquer votre démarche. Je vous laisse dérouler. Merci beaucoup. Alors déjà, il y a plein de choses qui ont été dites, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver un nouveau rebond, mais on va essayer, avec notamment après Pierriot. Il y a quelque chose de très important qui a été dit par M. Poitvin, c'est en effet que
attirer, c'est pas simple. Mais quelque part, c'est comme dans la démarche amoureuse, c'est beaucoup d'investissement. Mais quand on a attiré, on pense qu'on a fait le plus dur. Mais le plus dur, c'est ce qui vient après. Je pense qu'on en a tous conscience. Et aujourd'hui, la vraie problématique, elle est de fidéliser les gens. Juste un parallèle personnel, je suis quadragénaire, j'ai démarré à travailler, moi je suis un pur produit RH, il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, dans la globalité, quand on était jeune, on était attiré beaucoup par l'image des entreprises. Donc il y avait beaucoup d'entreprises qui rayonnaient par leur image, soit des grands groupes, soit des plus petits groupes, mais c'était vraiment l'image que jetaient les entreprises et qui faisait que ça attirait. J'ai le sentiment qu'il y a eu, peut-être avec les changements de génération, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les plus jeunes ou ceux qui se retrouvent sur le marché du travail sont beaucoup plus attirés par l'aspect authentique des choses. Et c'est là où je pense que notre filière, elle a vraiment quelque chose à en tirer, parce qu'on peut être fier de travailler pour une filière qui est authentique. Et derrière ça, et c'est notre parti pris, c'est qu'à un moment donné, plutôt que de chercher des apparats et des manières de faire pour contourner ce qu'on est, on préfère directement montrer ce qu'on est, et on préfère aussi montrer le champ des possibles dans quelque chose d'authentique, et c'est le sujet cette année de l'ITECMER, qui est aussi innovant. C'est un peu ce qu'on fait nous. Voilà. La marque employeur, c'est le sujet du moment. Depuis à peu près 5 ans, en ressources humaines, on parle énormément de marque employeur. Mais la marque employeur, quelque part, c'est... apposer une marque, c'est pas compliqué. Quelque part, voilà, vous avez une politique générale d'entreprise, vous communiquez d'une certaine manière, ok, on pose ça. Par contre, derrière, ce qui est hyper important, je pense, et c'est le parti pris numérique, c'est de se remettre en question. Quelque part, si vous avez choisi votre entreprise, je pense que c'est parce que, vous l'avez dit, la mission de stage était intéressante. Aujourd'hui, si les gens choisissent une entreprise, c'est parce que, quelque part, ils voient une forme de vérité entre ce qui est véhiculé et ce qu'ils vont derrière ressentir au sein de l'entreprise. Alors ça, c'est une première chose que l'on fait. Alors on le fait parce qu'on communique et parce qu'à un moment donné, dans notre communication, on essaye de s'adapter aussi à la fois aux canaux de communication actuels et aussi aux contenus de communication qui peuvent être relativement ludiques et abordables. Mais... Je vous laisse tout faire. Ouais, c'est gentil. Mais derrière, en fait, surtout, ce qui est hyper important, c'est fidéliser, quoi. Quelque part, c'est fidéliser, c'est donner de la vision, de la perspective aux gens. Vous en avez parlé. À un moment donné, je pense que aujourd'hui... on le dit de plus en plus, on a plusieurs vies professionnelles dans une vie professionnelle. Et essayons de faire en sorte que si on a des éléments de valeur, que les personnes qui veulent avoir plusieurs vies se reconnaissent dans l'entreprise et y restent. Donc quelque part, c'est à la fois donner du sens, c'est valoriser les réussites et aussi accompagner les échecs. On ne peut jamais être bon partout. Et plutôt que de se séparer des gens, c'est toujours trouver une place pour chacun. Et puis derrière, surtout, c'est... moi, je crois énormément à ça, c'est les rituels internes. Et les rituels internes sont importants. À un moment donné, quand vous donnez du rythme à la vie de l'entreprise, quand vous avez des événements qui se répètent, qui sont là, qui sont présents, qui rapprochent les gens, qui font que les personnes qui ne sont pas là se disent « mince, j'ai loupé cet événement », ça raccroche les gens à la structure et ça les amène à aller plus loin. Ce que vous me disiez, c'est important. La clé aussi, c'est vraiment d'impliquer les collaborateurs, puisque sans eux, ça ne marche pas. Alors c'est exactement ça. Parfois, on s'en rend compte. Monsieur parlait de management tout à l'heure. C'est vrai que le management, c'est un levier extraordinaire, mais qui est difficile à mettre en œuvre. Quand on manage aussi, on est amené à travailler... alors, il y a des entreprises qui travaillent dans le multiculturel. On peut travailler dans les différences d'âge et avec des jeunes générations, des plus vieilles générations. On parle beaucoup de tutorat, c'est hyper important parce que tout ce qui nous lie ici autour de la table, c'est qu'on fait des métiers techniques. Donc quelque part, ce métier, on apprend une partie lors de la formation initiale, mais derrière, 80% du métier va être appris directement dans l'entreprise. Et ça, quelque part, créer ces rituels, ça permet aux gens de se dire, il y a des points de passage obligés et on avance dans ce sens-là. Alors justement, la qualité de vie au travail. Oui, alors la qualité de vie au travail, c'est pas forcément le QVT, c'est pas un mot que j'aime parce que je trouve qu'on le voit et qu'on en mange à toutes les sauces. Ce qui est surtout important, c'est de démontrer de la volonté et de toujours se remettre en question. Toujours se remettre en question. Si on est une société, qu'on est englué dans ses certitudes et qu'on est englué dans ses principes de management, c'est compliqué.
les candidats, tout comme nous en tant que clients et consommateurs, ils recherchent des expériences. On parle d'expérience de vie, on parle d'expérience client. Aujourd'hui, il faut qu'une recrue, elle vive une expérience. Donc cette expérience, voilà, on ne va pas non plus inventer des choses extraordinaires, mais à un moment donné, on se rend compte qu'aujourd'hui, un entretien de recrutement qui se déroule, j'en ai fait en 15 ans, ça prend plus du tout la même tournure qu'il y a une quinzaine d'années. Et je pense pour des responsables RH ou des DRH qui ont plus d'expérience que moi encore, le rapport hiérarchique a totalement changé, les organisations ont totalement changé. Et là-dedans, quelque part, l'environnement de travail, il est hyper important. Il faut que les gens puissent se rendre compte qu'ils sont engagés dans l'entreprise. On parle beaucoup d'engagement, c'est hyper important. Et quelque part, qu'ils sont fiers de ce qu'ils réalisent et de ce qu'ils apportent et de ce qu'ils contribuent. On sort du jargon. Vous n'aimez pas le concept de marque employeur. Alors, bien, une marque, c'est la marque de l'entreprise. Il n'y a pas une marque spécifique pour l'employeur. Vous n'aimez pas trop le concept de QVT, mais finalement, c'est ce qu'on explique. Donc, du coup, ce que vous nous dites, c'est tout ce qu'il y a au fond. C'est la preuve par les faits. C'est exactement ça. Les concepts, ce sont des concepts. À un moment donné, les actions, il n'y a rien de mieux. Et c'est aussi l'enjeu de notre communication, c'est énormément de montrer ce que l'on fait. C'est pas simplement de se limiter à de jolies communications sur papier glacé ou une jolie vidéo, une jolie image LinkedIn. C'est derrière surtout montrer ce que l'on fait, montrer qu'on agit pour nos collaborateurs. Quand on met en place des démarches avec l'hôpital hors des murs ou quelque part, les collaborateurs, on va leur parler risque cardiovasculaire, on va leur parler tabagisme, on va leur parler activité sportive. C'est aussi faire ce lien qui n'est pas toujours simple entre la vie personnelle des gens et leur vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, ces frontières tombent. Alors après, à nous, en tant que DRH ou de chef d'entreprise, à faire en sorte qu'il y ait quand même toujours une place pour chacun. Mais quand on parlait tout à l'heure des équilibres de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, si on veut faire en sorte qu'un collaborateur et qu'une personne de l'entreprise se sente à l'aise, il faut impérativement que d'une manière modérée, on s'y intéresse. Voilà. Et c'est aussi derrière le rôle, on parle souvent des partenaires sociaux d'une manière un peu complexe ou compliquée. On peut souvent sentir ces relations d'une manière un peu parfois tendue, ça arrive dans certaines entreprises. Je pense que c'est hyper important aussi que ce comité d'entreprise ou que les nouveaux CSE fassent en sorte, moi c'est ce que j'essaye de faire modestement dans mon entreprise, qui contribue au succès de l'entreprise. Parce que quelque part, quand l'employeur parle, c'est quelque chose, mais quand on a des salariés qui représentent d'autres salariés, qui parlent aux salariés, c'est autre chose et ça amène quelque chose. Alors pour autant, cette réponse en matière d'authenticité, de recherche de fonds, vous utilisez quand même les codes de la communication d'aujourd'hui. Vous pouvez revenir avant si vous souhaitiez dire un petit mot, parce qu'on retrouve la marque employeur, on retrouve le jargon. Mais... Ouais, c'était quelques éléments qui sont importants, mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on est tous et toutes, je pense, confrontés à la même problématique, qui est celle de trouver des compétences. Donc c'est hyper compliqué. D'ailleurs, moi, très honnêtement, je ne cherche plus de compétences, mais je cherche des personnes avec un tempérament, avec une expérience, avec une envie de vivre quelque chose que nous allons former, et ça fera l'objet d'une dernière slide que j'ai, parce qu'en fait aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez besoin de gens qui vont d'une manière claire adhérer à qui vous êtes, à ce que vous faites dans l'entreprise, et qui à partir du moment où ils adhéreront au projet d'entreprise, vous pourrez les emmener très loin par le biais de la formation. Donc ça, c'est pas un problème. Et alors pour les attraper ? Alors pour les attraper, ça, c'est un petit peu compliqué, mais on essaye de... déjà, on s'entoure de communicants, parce que à titre personnel, c'est pas forcément mon cœur de métier. Et c'est un peu, on vous a mis quelques visuels, mais c'est surtout montrer les métiers, montrer les parcours. Vous avez parlé énormément d'intégration. C'est à un moment donné, je me le suis imposé à moi-même quand j'ai rejoint l'entreprise. Nous, on a une activité où on va de l'amont jusqu'à la distribution. On a à la fois des bateaux, on a des armements en Bretagne par le biais du groupe Béganton, et on va jusqu'à la distribution par le biais du groupe Méric. À un moment donné, je me suis imposé, lors de mon plan d'intégration, d'aller voir des criers, de passer la nuit avec des filteurs, de travailler dans notre usine de fabrication à préparer des produits qui vont être derrière distribués, de passer du temps avec les commerciaux, avec les livreurs. Et quelque part, je l'impose
enfin, c'est même plus imposé maintenant, c'est devenu un rituel. Quelque part, je considère qu'un collaborateur qui rentre dans l'entreprise, quel que soit son poste, puisse avoir très rapidement une vision d'ensemble de l'activité. Déjà, pour connaître ses futurs collègues, parce qu'on est tous les maillons d'une chaîne, et aussi deux, pour avoir justement ce côté activité, et qui lui permet de dire, moi, quelque part, j'ai une vision sur mon métier, mais je ne sais pas ce que les autres font. Alors Chloé nous parlait tout à l'heure d'image, justement. Alors vous avez un parti pris décalé, etc. On sent bien que ce qui compte, c'est le fond et la réalité derrière. Et pour autant, pour rattraper, vous utilisez des codes et des outils qui sont presque révolutionnaires dans la marée. Parce que je pense que vous êtes... ça commence à percer, mais vous n'êtes pas très nombreux à être aussi présents sur les médias sociaux, à utiliser des plateformes collaboratives ou des plateformes spécifiques qui vont toucher les jeunes. Vous allez nous l'expliquer. J'ai peu de recul là-dessus, parce que je suis dans la filière depuis 1 an et demi. Auparavant, j'ai eu un parcours dans de grandes sociétés internationales. La seule chose qui paraît importante, c'est qu'il faut, c'est ce que j'ai déjà dit, il faut se remettre en question. À un moment donné, on ne peut pas rester assis à un endroit. Aujourd'hui, la filière... Le recrutement dans la filière, c'est quelque chose de complexe. On n'est pas meilleur, pas plus mauvais que d'autres. Quelque part, si vous interrogez la métallurgie, c'est compliqué. Si vous interrogez l'aéronautique, c'est compliqué. En fait, ce qu'il faut, et c'est les codes qui ont changé, là où il y a quelques années, on avait tout un ensemble de candidats qui se présentaient à nous. Aujourd'hui, et c'est tant mieux, le marché de l'emploi est dynamique et qui fait que quelque part, c'est la meilleure entreprise aux yeux du futur collaborateur qui l'emporte. Donc quelque part, c'est un jeu de challenge, et si on aime le challenge, et si on aime un peu positivement, mais se bagarrer et se donner du mal, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour montrer d'une manière très synthétique et très rapide qui on est et ce qu'on fait. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de... On peut être fier de ça parce qu'on parle d'innovation, mais Merrick, c'est une entreprise qui est innovante. En tant que marailleur, on a une salle des ventes, notamment à Agen, qui est conséquente. On a mis en place les 11 bonnes raisons de rejoindre l'aventure Merrick. Et puis derrière, c'est vrai qu'il y a on a travaillé avec une plateforme qui s'appelle Welcome to the Jungle, et qui est généralement plutôt dédiée aux entreprises innovantes, plutôt dédiée à ce qu'on appelle actuellement les licornes ou les startups, et sur lesquelles je me suis dit ce serait bien qu'on voit autre chose que des entreprises de services bancaires, assurances, des licornes dans les systèmes d'information, et qu'on voit un marailleur distributeur de produits de la mer. Donc c'était un parti pris. On a 1 an de recul aujourd'hui, c'est plutôt un succès. Maintenant, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on doit faire après, parce qu'encore une fois, attirer, c'est bien, mais ce qui est hyper important, c'est fidéliser. De garder les gens. Et ce sera quelque part, les 2 derniers éléments. Fidéliser, c'est quelque part aussi... On se rend compte aujourd'hui que les principales motivations des salariés à rester ou à quitter une entreprise sont de 3 natures. Ça va être le contenu des missions, ça va être également tout ce qui va être lié à quelque part l'entente dans l'équipe, et la rémunération arrive après. Donc vous vous rendez compte que si vous formez les gens et quelque part vous leur donnez des espaces où ils peuvent travailler et se développer, vous avez gagné. Et puis derrière également, vous vous rendez compte qu'on a aussi un rôle hyper important dans le fait de pouvoir réagir à tout ce que la réglementation change. Et c'est notamment lié, c'est le cas pour la formation professionnelle qui a énormément changé ces dernières années, où là, nous, on a vraiment réfléchi à monter un projet d'académie pour continuer à la fois à professionnaliser nos équipes et faire en sorte aussi que nos équipes continuent de se projeter dans notre projet d'entreprise. Bravo. Je pense que non. Enfin, si, ça mérite quand même quelques applaudissements, parce que ça donne envie. Enfin, je sais pas si c'est le cas du public, mais ça donne envie. C'est aussi ça le but. On va pouvoir continuer justement puisqu'on parle d'académie. Je crois aussi que chez Piriou, il y a ce type de projet. On a pris un petit peu de retard. Je voudrais pas qu'on soit perturbé par l'inauguration. François Lebars. Le groupe Piriou, c'est un groupe de construction navale, et pour vous aussi, problème d'attractivité, d'attirer et de fidéliser des collaborateurs, c'est une grande question. Alors,
que fait Piriou aujourd'hui pour y pallier et pour répondre à ces enjeux? Donc le chantier de construction navale, c'est la métallurgie. On est concrètement sur des métiers en tension, principalement sur le cœur des métiers qui sont le soudage, la chaudronnerie, la mécanique. Aujourd'hui, on a un constat, on a peu de candidats sur le marché, on a de gros besoins en fonction du plan de charge. Un chantier, ça fonctionne à la commande. C'est pas comme une entreprise qui fait des petits pains ou des voitures à la chaîne. On a des commerciaux, on a tout un tas de gens qui vendent des navires. Le cycle de vente est très long. Le cycle de construction, il est en moyenne 18 mois. Et donc, nous, on peut embaucher des gens pour un projet. Donc, on a, on va dire, un cœur d'activité avec des salariés. Pour un chantier de construction en moyenne, on a 150 salariés en CDI. Et donc, quand on a une nouvelle commande, avec un bateau dans le chantier, et qu'on a un nouveau bateau à faire, on est obligé de trouver des nouvelles personnes. Donc, la problématique qu'on a principale, c'est que dans les formations initiales navales, on a bien évidemment eu beaucoup de travaux qui ont été institués, surtout en Bretagne, avec BPN, mais aussi avec l'UEMM, avec des navalisations de diplômes au niveau de l'éducation nationale ou carrément dans les branches, qui nous ont permis au moins d'avoir des gens qui sont formés à nos métiers. Mais le chantier Piriou, c'est un petit chantier par rapport à des gros chantiers comme les chantiers de l'Atlantique ou Naval Group, ou qui sont d'autres chantiers dans la région. Et franchement, c'est pas évident quand on s'appelle Piriou, qu'on est à Concarneau, de convaincre un soudeur d'aller venir habiter à Concarneau et de venir travailler au chantier. Alors comment on fait? Alors c'est pas évident, mais on a vraiment une approche très commerciale, mais aussi d'investissement par rapport à ces métiers en tension. Donc on a défini une stratégie qui correspond à définir quels sont les critères et quels sont les métiers qu'on souhaite mettre en avant en termes de communication. Donc aujourd'hui, on a plusieurs axes qui nous permettent de mettre en avant ces métiers et de fidéliser nos troupes, et en tout cas d'avoir potentiellement une chance de se battre contre Naval Group Brest ou Naval Group Lorient, ou par exemple les chantiers à Saint-Nazaire, qui embauchent. Quand on compare notre effectif, aujourd'hui, nous, on est une société de 1000 personnes à travers le monde, 450 salariés en France. Quand je compare au chantier de l'Atlantique, il y a 3000 salariés et ils ont 9000 personnes sur le chantier par jour. Vous voyez déjà la différence de structure. Et nous, on a les mêmes besoins, les mêmes métiers. Donc comment faire la différence et comment arriver à vendre un job et à trouver des gens qui viennent postuler chez nous? Alors, on a trouvé la solution. C'est une solution qui fonctionne bien. On a travaillé sur notre marque employeur déjà. On a la chance d'avoir une gamme de produits qui est extrêmement diversifiée. La gamme pêche, donc on est présent aujourd'hui sur le salon avec notre filiale PNS qui construit des navires et qui les répare. Mais on a aussi toute une gamme de navires dans l'éolien, dans l'offshore, l'industrie offshore, mais aussi dans l'action de l'État en mer. Ces produits sont des produits généralement des prototypes. On fait peu de navires de série et on a des gens qui sont quand même intéressés par ce genre de produits. Le navire, ça fait un petit peu rêver. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de vendre justement notre gamme de produits. C'est intéressant d'aller travailler dans un chantier, de construire un produit, un projet. C'est des projets qui durent longtemps, c'est 18 mois pour la construction jusqu'aux SMR et livraison à l'armateur. Donc ça, on le met en avant et ça fait partie aussi de l'attrait, de l'attractivité de notre branche, de notre métier. Mais c'est pas que ça, bien sûr, parce qu'il y a tout un tas de choses, tout un tas de facteurs. Une fois qu'on a réussi à, je dirais, sourcer un candidat, trouver un candidat qui daigne répondre à une annonce, et là c'est aussi important, je vais vous donner un exemple, sur 30 postes que j'ai publiés sur notre site internet, on a eu en moyenne 60 réponses à annonce pour un poste. Sur ces 60 réponses à annonce, c'est beaucoup, hein, on a concrètement même pas 5 personnes qui répondent aux attentes de la fiche de poste. Savoir-être, savoir-faire. Et là, ça pose un vrai problème, puisque concrètement, ça laisse peu de candidats par rapport au poste. Et quand on fait les entretiens, etc., alors avec les opérationnels, avec les RH, etc., on s'aperçoit que parmi ces candidats, quelquefois, il n'y en a aucun qui convient et qui correspond aux attentes de la fiche de poste et du besoin à l'atelier. Donc on a réfléchi et on s'est dit qu'en fait, un petit peu comme chez vous, on allait former les jeunes.
Donc aujourd'hui, on a un effectif en apprentissage de plus de 10% de l'effectif. Ce qui est considérable, puisqu'il a fallu trouver des tuteurs, former les tuteurs, accompagner tous ces jeunes, s'assurer qu'ils étaient bien, qu'ils apprenaient leur métier. Et surtout, notre objectif, c'est de les recruter au terme de leur apprentissage. C'est pas de prendre un apprenti parce que c'est pas cher, et puis ensuite on en prend un autre, et puis encore un autre, etc. Comme on va trouver souvent dans la restauration, on a des microstructures qui ne peuvent pas embaucher des apprentis et les transformer en CDI. Donc nous, notre objectif, c'est de recruter 70% minimum des apprentis qu'on a en place. Alors c'est pas évident, il y a toujours de la perte, il y a des jeunes qui changent de voie pendant leur cycle d'apprentissage, il peut durer 1 an, il peut durer 2 ans. Il y a des gens qui font pas l'affaire, ça peut arriver, mais ça fait plusieurs années qu'on fait ça. On travaille aussi beaucoup avec l'UEMM sur les certificats de qualification professionnelle, sur les métiers du soudage ou de la chaudronnerie. Ça nous permet aussi de trouver et de former avec nos méthodes et nos besoins, en mettant en place le format pédagogique des jeunes qui correspondent exactement à nos besoins. Et du coup, vous allez encore plus loin dans la formation, puisque comme on l'a vu tout à l'heure aussi, pour fidéliser et donner un vrai parcours professionnel au sein de l'entreprise, vous allez lancer également... Oui, alors, quand on parle justement de la génération Y ou voire de la génération Z, donc c'est vrai que dans les entretiens d'embauche avec les jeunes, tout de suite, on parle de qualité de vie au travail, on parle d'esprit, d'équipe, on parle tout un tas de choses positives qu'on n'avait pas forcément il y a 15-20 ans. Mais sur ce postulat-là, nous, chez Périou, on a décidé de promouvoir déjà la mobilité interne. Qui dit promotion de la mobilité interne, c'est important. Dans un groupe comme Périou, où il y a 12 sociétés différentes, il y a forcément des conflits d'intérêts entre chaque patron qui veut garder ses pépites pour lui et qui ne veut pas faire évoluer ses troupes. Alors les jeunes, ils ont envie d'évoluer, quoi. Au bout de 3 ans, voire même avant, souvent au bout d'1 an, ils ont envie de faire autre chose. Ils ont envie d'évoluer. Alors il y a ceux qui veulent évoluer en hauteur, ceux qui veulent évoluer en fonctionnel, passer de soudeur à chaudronnier, etc., dans un chantier, aller à l'international, parce qu'on offre aussi cette possibilité de mobilité internationale. Donc on a travaillé sur la formation, on a lancé 2 programmes qui sont très importants et qui sont aussi très positifs, et avec un vrai retour sur investissement au sujet de la génération Y et Z. C'est le Master Périou qui va permettre de former en interne, une sorte d'académie interne Périou, les futurs patrons du groupe, puisque ce qu'on souhaite, c'est que dans nos filiales à l'étranger ou en France, ça soit des gens issus du groupe et pas des gens qu'on va chercher sur le marché. C'est toujours plus facile d'aller chercher sur le marché quelqu'un qui correspond aux critères, qui a l'expérience du pilotage, etc. Mais nous, on a fait le postulat inverse, on a décidé de former ces gens en interne. Ça ça aux managers, alors ça s'adresse à tout le monde. En fait, on a ouvert cette formation à l'ensemble des salariés du groupe. Ça a été très intéressant parce qu'on a eu des ingénieurs, on a eu des ouvriers qui ont postulé et qui ont dit « moi, je suis ouvrier et moi, un jour, je vais être patron ». Et chez Périou, c'est un peu la tradition. On a des gens qui sont rentrés au bas de l'échelle, même quelquefois sans CAP, qui sont devenus chefs d'atelier, qui sont devenus patrons. Donc, ce qui compte concrètement, c'est sa capacité à se développer. Donc, on a ouvert cette formation à l'ensemble du groupe. On a eu concrètement... pour 6 places, 25 demandes de candidature, et on a fait une sélection drastique, factuelle, etc. Et puis là, on vient de trouver et de finaliser cette sélection, et on a un vrai retour positif de la part des équipes, et on s'aperçoit que ça compte beaucoup dans nos démarches de recrutement. Mais on ne travaille pas que sur le management, bien sûr, on travaille aussi sur le compagnonnage, parce que le cœur du métier dans un chantier, c'est l'atelier, c'est là où on a la majorité de nos effectifs. Et donc, ce plan de compagnonnage, c'est essayer de structurer le tutorat. Donc, dans les ateliers, on a les plans amiante. Bon, l'amiante, ça n'existe plus maintenant, mais les salariés qui ont été exposés à l'amiante par accident ou par décret, ils pouvaient partir à l'âge de 50 ans. Vous imaginez, dans une entreprise, faire partir quelqu'un à 50 ans, c'est faire une croix sur 15 ans de carrière. Qui passera pas chez nous. Donc, on est en train de redévelopper
l'apprentissage, je vous ai parlé de 10% de l'effectif, mais il faut tout ça, il faut le structurer. Il faut déterminer qui est expert dans tel domaine, il faut donner la possibilité à l'ouvrier qui n'a pas forcément de téléphone, pas forcément d'ordinateur, pas forcément de carte Visa comme le commercial, d'aller dans les salons comme aujourd'hui pour se renseigner un peu sur le matériel, être capable de progresser par lui-même et pas d'attendre que son patron lui dise « ouais, tu vas acheter tel poste à soudure, etc. » Ça, c'est très important. Et dans le cadre des entretiens avec nos jeunes, avec les apprentis, et ça nous permet aussi de valoriser cette branche et de valoriser cette ambiance dans l'atelier et cette façon qu'on a de former les gens, de les faire évoluer. Et justement, vous savez tous, vous en avez parlé tout à l'heure, si on fait rien, voilà, moi j'ai tendance à dire, quand je me bats pour les budgets formation, c'est soit vous ne formez pas les gens et ils restent, soit vous les formez et ils partent. Donc il faut trouver le bon milieu, quoi. Et donc, ce compagnonnage aussi, c'est aussi vous parlez de mobilité et de mobilité internationale. Donc, il y a le traditionnel des compagnons, on parle de Tour de France des compagnons. Et donc, chez Piriou, je crois qu'il y a un nouveau concept. Alors, on est en train de travailler dessus. C'est le tour du monde du compagnon Piriou. Donc, parce qu'on a la chance d'être une entreprise à la base bretonne, mais aussi avec des chantiers à l'international, au Vietnam, au Nigeria, en Algérie, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Et sur l'île de la Réunion, et puis il y aura d'autres nouveaux chantiers, je pense, et je l'espère. Donc c'est quelque chose qu'on met en avant. Tout le monde n'est pas mobile. Il y a toujours des contraintes dans une vie. On peut être mobile à un moment, pas mobile à l'autre. Mais en tout cas, ça fait aussi partie de notre attractivité. C'est donner la possibilité aux salariés de bouger s'ils en ont envie. Et aussi de se développer, parce que l'interculturel, c'est important. Voir toucher d'autres cultures, c'est quelque chose de positif. Et donc quelque chose aussi de nouveau chez Piriou, c'est la communication vers l'extérieur et avec de nouveaux codes. Donc vous n'en êtes pas encore tout à fait au même stade que le groupe Méric, mais je crois que là aussi, il y a une dynamique aujourd'hui. Oui, alors justement, on commence tout juste. On commence tout juste à travailler sur cette communication. Ouais, peut-être aller un peu vite. Moi, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Oui, alors on commence à toucher aux réseaux sociaux depuis cette année. Jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup de communication produit. C'est normal, on cherche à vendre des bateaux, mais sur la communication pour le recrutement, c'était pas évident. On avait un site internet avec un vieux, il va être refondu, ça va être un peu plus moderne. Donc on a ouvert un site LinkedIn avec une page carrière dans lequel on met en avant notre marque employeur, notre qualité de vie au travail. On essaye de communiquer tout ce qu'on a pu mettre en œuvre chez nous à l'extérieur pour justement avoir un petit peu plus de réponses à annonces. Alors, c'est les balbutiements, mais on a quand même commencé à faire des enquêtes par rapport par exemple, à nos apprentis qui sont jeunes. Ils ont en moyenne entre 22 et 25 ans, mais on en a qui ont 16 ans. Sur pourquoi ils étaient venus chez nous et quelles étaient les raisons du fait qu'ils avaient choisi le chantier Piriou le groupe Piriou plutôt que, je sais pas moi, une entreprise dans le domaine agro ou automobile. Eh bien, c'était assez intéressant, mais ce qui est ressorti, c'est la taille de l'entreprise, c'est cette capacité à pouvoir bouger, évoluer assez rapidement, à être formé, mais aussi lié à la taille de l'entreprise, c'est-à-dire ne pas être sur une chaîne de production avec un métier répétitif, mais la capacité de passer et de faire plusieurs choses dans la même journée. Et d'être capable de souder un élément sur un navire civil, basculer sur un navire de l'action de l'État en mer, passer sur de l'offshore, mais aussi de travailler sur tel dossier, tel dossier, tel dossier. Et c'est ça qu'on a mis en avant sur nos réseaux sociaux. On met en avant nos produits, bien sûr, mais aussi tout ce qu'on peut faire en termes d'attractivité, nos participations au salon, etc. On a mis en avant également quelque chose qu'on a fait avec les industriels du secteur naval. Ça, c'est très important. Et on parlait de filière tout à l'heure. La filière des industries navales, elle connaît des problématiques de recrutement. Et donc, on a créé le campus des industries navales, dont l'objectif et de travailler avec les différents ministères impliqués, donc ministère de l'Éducation nationale, du Travail pour le chômage, les industriels français, les régions, et bien sûr la branche, la métallurgie, l'UMM, pour développer nos métiers et la connaissance de ces métiers. Et donc,
c'est assez simple, c'est quand vous posez la question à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Bon, généralement, il ne sait pas trop, mais qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Il va dire, ouais, je veux faire pompier, je veux faire tatoueur, je veux faire coiffeur, etc. Et c'est important que, par exemple, quand on discute avec des jeunes dans un collège, il n'y en a aucun qui va dire, je veux faire chaudronnier dans le groupe Périou. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a un problème d'orientation. Aujourd'hui, dans les écoles, on ne parle pas de ça. Donc nous aussi, grâce aux réseaux sociaux, on essaye d'atteindre ce public. Mais on va aussi les chercher puisqu'on a le projet d'aller, avec l'interprofessionnel du port de Concarneau, d'aller sillonner les collèges, de faire des journées portes ouvertes pour expliquer un peu nos métiers, notre attractivité, ce qu'on fait, qui on est, faire venir les classes, les professeurs. C'est la même démarche qu'évoquait tout à l'heure Hubert Carré. Je pense que c'est très important et bon, pour l'instant, voilà, on est encore en mode, on commence tout juste. Je vais devoir arrêter là, ceci dit, parce que l'inauguration va commencer, mais éventuellement, puisqu'on a un peu de public, est-ce qu'il y aurait des questions avant que M. Potvin reprenne la parole et nous tire un peu la conclusion de ces échanges? On peut prendre une ou deux questions si vous le souhaitez. Non? On va faire comme aux enchères, une fois, deux fois, trois fois. Ben, merci à tous et M. Potvin, je vous donne la parole après ces beaux discours, effectivement, pour en tirer la substance. On dispose de combien de temps? 5 minutes. Assez peu de temps, mais je pense qu'on va nous tirer les oreilles, donc allez-y. Et puis, Alors j'ai écouté attentivement, c'est évidemment très riche, beaucoup de choses ont été dites, c'est difficile de faire une synthèse sur l'ensemble. Moi j'ai retenu 3 ou 4 points importants. Alors il a été évoqué la passion, on dit que les métiers de la mer sont des métiers passion. Alors pour filer la métaphore sur l'attirance amoureuse, il y a aussi la passion amoureuse, mais on sait que ça peut être la meilleure et la pire des choses. Donc en matière de passion, il faut évidemment être prudent. Parce que ces passions, parfois, conduisent à des désenchantements si cette passion ne repose pas sur des vérités. J'ai bien aimé votre expression, un discours de vérité. Et le danger, c'est justement de communiquer sur des images attractive, mais est-ce que c'est attirer comme le miroir attire les alouettes, ou est-ce que derrière il y a des réalités que l'on peut vérifier, observer? Donc quand on veut communiquer, il faut aussi informer en situation réelle, et on connaît plein d'expériences qui se sont déroulées, vous en avez évoqué, mais qui j'espère se généraliseront, qui consistent à attirer les jeunes dans des situations de travail effectives pour éprouver en vraie grandeur les situations professionnelles et ne pas se faire simplement des espèces d'images un peu préfabriquées et qui seront source de désillusion. Alors évidemment, l'apprentissage et l'alternance est un très bon compromis et très, très vertueux de ce point de vue-là, puisqu'on apprend tout en découvrant ce milieu professionnel. S'agissant toujours de la passion, on se demande toujours si c'est la passion des enfants ou des parents, ou plus exactement si la passion que les enfants peuvent avoir, et dans plein de domaines on le connaît, ne seront pas dissuadés par les parents. On peut penser d'ailleurs que la motivation peut se tester là, puisque la capacité du jeune à résister aux injonctions parentales est un indicateur de la véritable motivation pour un métier. On connaît autour de nous beaucoup de jeunes qui résistent, en particulier dans les métiers manuels, à ce que leurs parents voudraient qu'ils fassent des études très longues. Alors, sur l'orientation, on retrouve justement cette question qui décide de l'orientation? Est-ce que c'est les enfants ou est-ce que c'est les parents? Et là, on retrouve la problématique des générations qu'on évoque au début, en particulier la génération X, Y, Z. Enfin, déjà, la génération Y, on connaît, ce sont nos enfants, donc nés grosso modo dans les années 90, fin des années 80. C'est déjà une génération qui cède moins peut-être aux injonctions parentales, et quand ils cèdent aux injonctions parentales, font des études, mais à l'issue de ces études, et parfois après 2-3 années de vie professionnelle, vont se réorienter. Et il y a de plus en plus, c'est pas seulement anecdotique, il y a de plus en plus de cas qui sont étudiés par le CEREC, organisme auquel j'appartiens par ailleurs, qui montrent qu'il y a des réorientations en cours de vie professionnelle pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire, et pas ce que papa-maman souhaitait avoir faire. Alors ce qui est intéressant, parce que si on a des abandons dans les premières années de la vie active, parce que les jeunes finalement se rendent compte que le métier pour lequel ils ont été préparés ne leur convient pas, donc ils vont partir, mais on peut en attendre qu'ils vont arriver, c'est-à-dire c'est des entrées peut-être à 25 ans, 26 ans, 27 ans, et on voit aujourd'hui dans des lycées professionnels, notamment un lycée que je connais sur les métiers d'art,
ou des métiers un peu de ce type-là, assez spécifiques, des publics qui ont 30 ans et plus. Hein. Donc il y a cette question-là qui, je trouve, est intéressante, qu'on avait déjà posée il y a 15 ans dans le CEP Pêche, qui était de dire, mais comment peut-on accueillir des jeunes adultes de 30 ans qui veulent faire un métier dans ce secteur. L'autre chose, je trouve, très importante qui a été dite, c'est... alors, c'est sur le management. Il est clair qu'on a coexistence de deux générations. La génération X, grosso modo ceux qui sont nés dans les années 60 et début des années 70, qui vont coexister avec des générations Y et Z. Bon, il y a un conflit de génération pour le coup. Et comment on gère ça dans l'entreprise ? Ça, c'est une vraie question. Les relations humaines au XXIe siècle, vous l'avez donné plein d'exemples tout à fait intéressants. On ne peut pas les concevoir comme on le faisait au XXe siècle, il y a encore 20 ans ou 30 ans. C'est plus possible, quoi. Les jeunes n'attendent plus ça sur le rôle de la hiérarchie, qui est une hiérarchie de commandement. Ça, ils n'ont plus entendre parler. Une hiérarchie qui contribue effectivement à apprendre, à conseiller, à accompagner, oui, mais pas une hiérarchie de commandement. Les jeunes de la génération, puisque vous m'avez un peu orienté là-dessus, Y et Z, c'est des jeunes qui sont plus dans l'horizontalité que la verticalité. Et cette horizontalité, on la retrouve aussi en termes de mobilité. Ça, c'est très important. Ça a été évoqué tout à l'heure. Changer de poste de travail, changer d'établissement, changer d'entreprise, rester éventuellement dans la même filière, connaître des passerelles entre les différentes composantes de cette filière, ou mieux encore de ce cluster. Le mot cluster n'a pas été utilisé, mais je crois que dans le cluster maritime que je connais un peu, il y a des passerelles qui ont pu être aménagées, et ceci me paraît important. Concernant le BTS que vous évoquez, moi je connaissais le BTS Nouvelle Manière, Maintenance des systèmes industriels, mais vous évoquez celui Pêche-Environnement, me paraît tout à fait exemplaire de ça. C'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus être enfermés dans des savoirs spécifiques qui vont les maintenir à vita aeternam dans un métier. Ils veulent avoir la possibilité de s'ouvrir sur d'autres métiers connexes, plus ou moins éloignés. Donc les formations ne doivent pas enfermer, mais au contraire ouvrir pour des mobilités. Voilà. Et tout ça est facteur d'attractivité. Si on sait qu'on rentre dans un secteur, dans un métier où il y a des tas d'opportunités de carrière, de parcours, de développement, d'ouverture sur d'autres métiers, ça devient un facteur d'attractivité, alors que si on est dans un domaine où on reste enfermé, c'est évidemment plus dissuasif pour ces jeunes, encore une fois, qui sont des... Alors, on parle de jeunes qui expérimentent, qui s'adaptent, qui testent des nouvelles situations, qui sont extrêmement curieux. On parle d'agilité. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup ce terme très à la mode, et vous ne l'avez pas utilisé, mais voilà, des jeunes agiles, c'est-à-dire qui savent rebondir, qui savent inventer aussi des nouvelles solutions. Donc voilà, ça c'est vraiment des pistes, je trouve, tout à fait riches pour utiliser comme levier de compétitivité, d'attractivité et donc de compétitivité des entreprises. Voilà. Je n'ai pas été complet, mais bon, c'est difficile. Merci en tout cas de votre intervention, et puis on va arrêter là, et bravo à tous.